Libérons-nous de la douleur. Un podcast du docteur Marc Lévesque. La stimulation magnétique transcrânienne répétée, RTMS, développée depuis le milieu des années 1980, est une technique de neurostimulation non invasive et indolore qui consiste, par l'intermédiaire d'un champ magnétique appliqué sur le crâne, à moduler l'activité cérébrale à des fins thérapeutiques. Reconnues à l'échelle internationale, les indications de la RTMS sont en effet importantes dans le domaine de la psychiatrie pour la dépression, mais également dans la douleur chronique. À ce titre, les autorités sanitaires de pays comme le Canada, l'Australie, Israël ou l'Allemagne ont validé cette technique comme outil thérapeutique. Ce n'est pas encore le cas en France, où cette technique est pourtant utilisée avec succès dans un nombre croissant d'hôpitaux. Malgré cette utilisation croissante sur le territoire national et ses résultats plutôt probants, la RTMS n'a toujours pas reçu l'agrément des autorités sanitaires françaises et n'est donc pas pris en charge par la sécurité sociale. Une autre technique, la stimulation transcrânienne par courant direct, la TDCS, plus simple, est également efficace dans la douleur chronique, mais ne fait pas appel à un champ électrique, mais à un courant électrique. Alors pour nous parler de ces deux techniques innovantes, nous avons le plaisir et le grand honneur de recevoir le professeur Luis Garcia Larrea, qui est neurophysiologiste, directeur de recherche à l'INSERM et directeur de l'unité intégration centrale de la douleur à Lyon. Le professeur Garcia Larrea est l'auteur de très nombreux articles de premier plan sur la douleur neuropathique et les mécanismes de la neurostimulation. Et il est aujourd'hui président de l'EFIC, c'est-à-dire la Société européenne de la douleur. Alors, bonjour professeur Garcia Larrea. Sur quel mécanisme repose en fait l'efficacité antidouleur de cette stimulation magnétique transcrânienne? Oui, la stimulation magnétique transcrânienne, on l'appelle RTMS, en général ce sont des sigles en anglais. Vous avez très bien décrit au tout début les principes. Les bénéfices ont émané d'abord d'un effet que l'on connaissait sur le même type de stimulation, mais appliqué sur le plan neurochirurgical. C'était appliqué en général en ce qu'on appelle l'épidural, donc appuyé sur la dure-mère, et certaines équipes le faisaient en sous-dural, en fait, mais qui peut donner quelques problèmes parfois de morbidité. Et petit à petit, s'est développé à côté des techniques qui permettaient de, entre guillemets, imiter ce qu'on était en train, ce que les neurochirurgiens étaient en train de faire, mais sans ouvrir le crâne. Et en profitant du fait que les champs électromagnétiques peuvent traverser l'os et arriver au cerveau de façon totalement indolore, cette technique a été mise au point à partir des années 1990. Alors, les mécanismes pour lesquels cette technique est efficace contre la douleur sont encore partiellement compris uniquement. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas un effet local, ce n'est pas un effet directement sur le cortex moteur, puisqu'il est appliqué sur ce cortex-là, mais simplement que le cortex moteur est une voie d'entrée, est une porte d'entrée exceptionnellement bonne pour avoir accès à d'autres endroits du cerveau qui, eux, sont capables de moduler la douleur. Et il y a plusieurs façons de la moduler. Il y a certaines voies qui vont passer par le thalamus et ensuite interférer avec ce qu'on appelle la modulation descendante et qui vont entraîner chez le patient qui est répondeur une modulation de l'intensité de la partie sensorielle de la douleur. Ce sont des données qui nous viennent des années 50 et 60 du siècle dernier chez le chat, on le savait. Mais dans le cas de l'homme, on a aussi des effets qui ne sont pas sensoriels, mais qui sont plutôt cognitifs, émotionnels, par d'autres voies qui, à partir des cortex moteurs, vont incider sur des régions. Peu importe le nom, ça s'appelle le gyrus singulaire périgénoal, ça peut s'appeler l'insula antérieure, mais ce sont des régions qui vont modifier plutôt le vécu de la douleur que l'intensité. Et donc la RTMS, elle agit simultanément sur ces deux versants de la douleur par des mécanismes descendants. D'accord. Oui, parce que ça peut paraître paradoxal de stimuler, en fait, quand on dit cortex moteur, ça veut dire le cortex qui nous permet de bouger, le cortex qui assure notre motricité. Et on sait que juste derrière, il y a un cortex qui est plus sensoriel, mais finalement, ce n'est pas lui qu'on vise, c'est bien le cortex moteur.
Non, c'est vrai, effectivement, comme vous dites, c'est pas le cortex sensoriel. Et si on vise le cortex sensoriel par inadvertance, les neurochirurgiens se sont rendus compte, l'effet est plutôt le contraire. C'est-à-dire, on peut induire, et nous savons, dans le temps, quand on faisait plus de stimulation intracrânienne, épidurale, certains patients où il y avait des problèmes de localisation et les plots étaient placés trop en arrière, en sensoriel, ce patient avait une exacerbation de la douleur. Donc il faut passer par le cortex moteur, non pas, comme je vous disais, à cause du cortex lui-même, mais à cause de la porte d'entrée qu'elle représente. Voilà. D'accord. Alors, peut-être quelques mots sur le déroulé pratique en fait de ces séances. Oui, les séances, il y a différentes façons de faire, mais des séances uniques, toujours chez un patient qui répond, et rappelons qu'il n'y a que 1 sur 2 au tout début qui vont répondre, mais qui sont des patients qui n'ont pas répondu à d'autres techniques, donc on est un peu en fin de course, mais une seule séance peut donner un effet antalgique modéré, mais satisfaisant pour le patient pendant 8 jours au plus. Donc très tôt, les gens se sont rendus compte que c'était pas très utile sur le plan pratique clinique, et en 2005-2006, les équipes à Londres ont développé ce que j'appelle des séances d'induction ou de doses de charge, où pendant toute une semaine, au Japon ils font parfois 2 semaines, même à 10 jours, on répète les stimulations et cela permet d'avoir un effet encore plus long. Lorsque le patient répond bien, ce qu'on essaye par la suite, de façon un peu personnalisée, c'est d'espacer de plus en plus les séances. Et quand on a de la chance, on peut arriver à tenir, entre guillemets, tenir un patient qui est satisfait de cela avec des séances espacées de 3 mois, parfois même de 6 mois. On a quelques patients en 6 mois, c'est rare, mais ça existe. Ça veut dire qu'avec 2 séances par an, vous avez un effet qui est correct. Alors, pour accéder à ça, il y a différentes façons. Il y a la dose de charge d'1 semaine, il y a la dose de charge de 2 semaines. Il y a maintenant des protocoles un peu moins lourds, mais qui permettent un effet tout aussi utile, où sans dose de charge, vous commencez directement par des groupes à 2 semaines d'intervalle. Et petit à petit, vous éliminez ce patient qui ne sont pas répondeurs au bout de 4 ou 5, vous ne gardez que ceux qui répondent, et là, à partir de là, vous pouvez espacer les séances. C'est une technique qui permet un peu moins de lourdeur pour l'hôpital et surtout moins de lourdeur pour le patient qui n'est pas obligé de venir à l'hôpital toute la semaine ou 2 semaines. Là. Alors, une question peut-être un petit peu plus spécialisée, mais pour revenir en fait à l'historique, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, des patients qui répondraient bien à la stimulation magnétique transcrânienne, mais justement qu'il faudrait faire des séances régulières, compte tenu de l'intensité importante de leur douleur, est-ce que ça peut être encore une indication pour ces électrodes qu'on mettait sur le cortex épidural dont vous nous avez parlé, ou bien en fait c'est passé un petit peu de... Non, tout à fait, vous avez raison. L'option chirurgicale reste, et lorsqu'on opère ces patients, l'effet augmente entre 20 et 30% de plus, en tout cas sur notre série. Donc l'option chirurgicale existe pour les patients qui sont contents, entre guillemets, et qui sont passés par exemple 1 année chez nous et qui reviennent, et on leur propose. Alors, ça dépend aussi de leur vécu. Il y a des patients qui ont eu une douleur neuropathique post un acte chirurgical, qui ont été embolisés par exemple, que c'est après l'embolisation qu'on développe ça, ils n'ont pas très envie de rentrer dans un bloc opératoire à nouveau. D'autres sont tout à fait disposés, et nous on propose toujours cette possibilité s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Il est vrai que de plus en plus l'option non invasive prend du terrain, et si on peut avoir la même efficacité, beaucoup de patients préfèrent continuer à venir à l'hôpital, c'est sûr. Alors, en fait, cette technique-là, innovante, à qui s'adresse-t-elle? À quel type de patient, à quel type de pathologie on peut proposer la stimulation magnétique transcrânienne? Pour l'instant, le seul modèle pathologique pour lequel on a des données relativement solides dans la littérature, ce sont des douleurs neuropathiques, donc des douleurs par lésion ou maladie du système somesthésique,
Ça veut dire la douleur c'est central, la douleur post-AVC, la douleur post-lésion du tronc cérébral, de la moelle épinière, ou en périphérie, avec des lésions plexulaires ou des lésions de nerfs périphériques. Là, on a maintenant, je dirais, entre 10 et 15 papiers par différentes équipes, dont certaines en France, des bonnes équipes à Créteil, à Paris, à Lyon, à Nantes, qui ont montré ça. Ensuite, il y a bien sûr toujours la tendance d'essayer sur n'importe quelle douleur qui est réfractaire. Et il y a pas mal de travaux qui ont été adressés à la fibromyalgie et à d'autres douleurs qu'on appelle maintenant nociplastiques, donc douleurs primaires, mais qui n'ont pas ce côté neuropathique de lésion du système nerveux. La littérature est très inégale. Donc, pour l'instant, je ne m'avancerai pas avec. Il est vrai que le fait sur les composantes émotionnelles et cognitives de la douleur est très ouvert, et à la limite on pourrait l'utiliser pour n'importe quoi, mais dans la pratique ce n'est pas vrai. Et dans tout ce qui est nociplastique, je serai pour l'instant très très prudent. Vous n'utiliserez pas la RTMS si vous avez cassé un bras et que vous avez une douleur nociceptive comme ça non plus. Voilà. D'accord. Alors tout à l'heure vous parliez des douleurs neuropathiques, par exemple les douleurs du visage. Est-ce que, suivant l'endroit où l'on va cibler le cortex moteur, est-ce que ça a une importance? Alors je sais qu'aujourd'hui on a plusieurs techniques, la neuronavigation qui permet de diriger un petit peu la stimulation au niveau du cortex, et puis aussi une façon un peu plus empirique avec les potentiels. Est-ce que, quel est votre avis un petit peu sur ces deux possibilités et leur importance? C'est une excellente question parce que le placement précis de la stimulation, ce qu'on appelle dans le jargon médical la somatotopie de la position par rapport à la région qui fait mal, est importante lorsqu'on s'adresse à un intracrânien à la stimulation implantée. En revanche, la littérature, ce qu'on sait, il y a 4 ou 5 papiers là-dessus, semble montrer que pour la stimulation non invasive, pour la RTMS, la position précise, pour autant que l'on soit sur le cortex moteur, mais la somatotopie n'est pas très importante. C'est-à-dire qu'il y a des papiers qui ont montré que la région de la main, par exemple, était aussi utile pour les douleurs du membre supérieur que pour les douleurs des membres inférieurs chez des traumatisés médulaires ou pour des douleurs faciales même. Donc cette aspect somatotopique est beaucoup moins important. Là, l'intérêt de la neuronavigation, toujours dans le cadre de la stimulation du cortex moteur, n'est pas pour localiser, parce que la localisation, comme c'est un cortex que l'on appelle éloquent, donc il fait quelque chose, donc on peut faire bouger la main, faire bouger le pied, on n'a pas besoin de voir le cerveau, on sait parfaitement, et même quand on voit le cerveau en même temps, et qu'on a une discordance entre la position anatomique et la position fonctionnelle, on choisit toujours la position fonctionnelle, parce que c'est là où ça se passe. En revanche, la neuronavigation, qui pour des écouteurs, des auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est simplement le couplage de la stimulation avec l'IRM du patient pour savoir exactement sur le plan anatomique où se trouve la sonde. Cette neuronavigation est essentielle pour la routine et pour contrôler le mouvement de la tête, parce que le patient va éternuer pendant la séance, où il va bouger, où il s'assoupit, ou voilà. Et à ce moment-là, de toutes petites modifications de position vont changer l'endroit où vous êtes. Donc vous avez besoin d'un système anatomique qui vous dit attention, vous êtes en train de perdre la cible. Et c'est là où la neuronavigation a tout son intérêt, plutôt que pour localiser le cortex moteur. Pour cela, on n'a pas besoin. Alors justement, pour localiser ce cortex moteur, en fait, on a un principe, je crois, si vous pouvez nous en dire un mot, c'est avec on parlait le potentiel évoqué moteur. Tout à fait. En quoi est-ce qu'il consiste, professeur? Il consiste à placer des électrodes sur la main ou le pied ou la région que vous souhaitez, contralatérale à la stimulation, et choisir ce qu'on appelle le point moteur, ou le hotspot en anglais, qui est le point sur le cortex moteur, sur le scalp en fait, qui vous permet d'obtenir un mouvement enregistrable en électrophysiologique ou parfois visible ou avec un dynamomètre avec la moindre intensité possible. Techniquement, on dit qu'il faut 5 réponses motrices sur 10
et qui fasse plus de 50 microvolts d'amplitude ou qui soit visible ou touchable. Donc quand vous avez ces 5 sur 10, vous avez ce qu'on appelle le seuil moteur et la stimulation se fait en dessous du seuil moteur, mais vous avez besoin de le connaître pour vous mettre là. Certains équipes le font à 80%, d'autres à 90%, mais on est toujours en dessous du seuil moteur, aussi pour des problèmes de ne pas induire des contractions, des courbes ou des crises d'épilepsie. Alors justement, puisqu'on parle de crise d'épilepsie, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les contre-indications de cette technique aujourd'hui chez les patients qui souffrent de douleurs chroniques? Essentiellement, c'est l'épilepsie. Une épilepsie active, même traitée, si vous avez le risque encore actif d'épilepsie, c'est une contre-indication absolue. Une épilepsie qui n'est plus traitée, le patient qui a fait des crises après un AVC ou même si elle est traitée et bien contrôlée avec des toutes petites doses, vous pouvez quand même le faire. Après, il y a peut-être des techniques alternatives qui vous permettent. Ça, c'est la contre-indication princeps. Ensuite, il peut y avoir d'autres, un volet opératoire, il y a des choses qui sont de moindre importance, mais ce qu'il faut garder, c'est qu'on est en train d'exciter un cortex et que tout ce qui est dangereux pour un cortex en surexcitation est dangereux pour la RTMS. Voilà. Alors, peut-être rappeler à nos auditeurs, parce que souvent il y a cette réflexion, il y a beaucoup de patients finalement en douleur chronique qui ont des anti-épileptiques, mais pour autant qui ne sont pas épileptiques. Absolument. Les antiépileptiques, on les appelle antiépileptiques par une question historique. Si on les avait découverts comme des médicaments antidouleurs neuropathiques avant, on les appellerait antidouleurs neuropathiques. Mais il se trouve que le même mécanisme peut agir sur les deux. Voilà. Alors, on le sait, les médicaments ont des effets indésirables. Est-ce que la stimulation électrique a des effets indésirables également? Elle peut en avoir, elles sont pas... les effets indésirables sont très supportables en général. Les premières séances peuvent être suivies de céphalées qui très souvent ne sont pas liées à la stimulation elle-même, mais plutôt à la position du patient qui est contraint de rester immobile pendant 20 minutes. Après, il s'habitue, mais le premier jour, après, il dit ça m'a fait mal au cou. Bon, c'était plutôt la position. Quelques céphalées directement induites par la stimulation sont possibles aussi. En général, elles passent. On n'a pas d'autres phénomènes. Comme on est dans un cortex moteur, si on était sur le cortex visuel, on pourrait avoir des phosphènes ou des choses plus désagréables ou générer parfois des crises de migraine. Là, non, en principe, non. Ouais. Alors, il y a une autre technique qui repose également sur la stimulation, et pas la stimulation magnétique, mais la stimulation électrique, que je pense beaucoup moins de médecins et même d'algologues connaissent, c'est la TDCS. Alors là, ça nous intrigue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette technique? Alors, certains, j'ai entendu dire, c'est la RTMS du pauvre. C'est une façon de le dire, oui. C'est toujours les sigles sont en anglais, mais ça fait référence à une stimulation par courant continu. On applique un courant très faible. Parfois, on est étonné de savoir que ce courant puisse faire quelque chose, mais à nouveau, il y a de la littérature chez l'animal depuis les années 60 du siècle dernier, qui montrait que en appliquant une stimulation sur la même cible, sur le cortex moteur de type anodal ou cathodal, on pouvait modifier l'activité de fond de neurones. Le mécanisme n'est pas le même que la RTMS. La RTMS est capable de déclencher des mouvements, alors qu'avec une stimulation par courant continu, vous ne déclenchez jamais un mouvement. Le courant est tout continu, mais vous changez l'état de base des mêmes neurones qui auraient pu déclencher le mouvement. Alors pourquoi cela marche aussi? On ne sait pas bien, mais ce qu'on sait, c'est que des collègues qui s'intéressaient au contrôle moteur et non pas à la douleur avaient découvert dans les années 2000 que le fait que la TDCS et la RTMS avaient sur l'excitabilité du système moteur était identique, à la condition d'appliquer une stimulation anodale. Et donc ils ont montré, ils se sont dit, c'est étonnant, dans les deux cas, on est en train, par des manips qui sont très semblables, de double stimulation, dans les deux cas, on est en train d'augmenter cette excitabilité à des niveaux qui sont tout à fait comparables. Donc,
en médecine, vous savez bien qu'on fonctionne parfois par analogie. On se dit, bon, mais alors, si l'une est utilisée pour la douleur, pourquoi ne pas tester l'autre? Donc on a commencé, et effectivement, chez certains patients, on peut appliquer ce type de... Alors, pour bien cadrer les choses, le niveau des preuves actuelles est bien moindre que dans la littérature, on trouve un tout petit peu tout et son contraire. C'est beaucoup moins cadré que pour la RTMS. Il y a moins d'expérimentation animale. Et vous trouvez quasiment sur le même journal et côte à côte, vous pouvez trouver un papier qui montre un effet bénéfique sur les blessés médulaires avec un P inférieur à beaucoup de zéro, et à côté un autre qui vous dit ça ne fait rien contre placebo. Et on ne sait pas encore. Donc je resterai prudent. Nous, on l'utilise essentiellement, d'abord parce que c'est beaucoup moins cher. 2, parce que simultanément, on est en train de faire des manipulations physiologiques pour essayer de comprendre comment ça marche. Et 3, parce qu'elle a un avantage extraordinaire, c'est de pouvoir le faire au domicile du patient. C'est-à-dire que pour ce patient, en médecine, on doit aussi avoir la casquette empirique. Pour les patients qui le tolèrent bien et qui en sont contents, on peut leur proposer de partir à la maison. Et c'est une sorte de TENS, de stimulation transcutanée, mais corticale. Et nous avons des patients sérieux, de arrachement de plexus, de AVC, qui sont capables de faire des cures à la maison pendant 1 mois et puis être tranquilles pendant 6 mois. Et ça, c'est un bénéfice. Alors, c'est une proportion assez faible de patients, mais pour ce patient-là, c'est le 100%. Donc, on est content. Alors juste, vous nous avez parlé de stimulation anodale. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Comment, en pratique, ça se déroule, cette stimulation électrique là ça se fait. Au début, ça se faisait avec des espèces de patchs, des éponges qu'il fallait tremper et pour assurer une conductivité correcte. Maintenant, de plus en plus, on utilise des électrodes qui ressemblent aux électrodes de l'électroencéphalographie. Et dans notre cas, par exemple, on utilise les mêmes électrodes pour enregistrer l'activité du cerveau que l'on va stimuler, et ensuite on change pour faire la stimulation. On dit anodal parce que c'est la polarité, c'est le pôle positif qui va stimuler, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'en général, les nerfs, on les active par le pôle négatif, mais quand on est sur le cortex, comme c'est une activité qui passe par les dendrites et puis par le soma, c'est le pôle positif. On applique une électrode sur le cortex moteur, que l'on peut détecter aussi, si l'on veut, au préalable par des contractions avec la TMS, mais on le place, en général C3 ou C4, avec un retour qui est le plus souvent frontopolaire, sur le lobe frontal contralatéral, et ça fait une boucle entre le moteur et les frontales. Et on applique ceci pendant une vingtaine de minutes aussi. Alors, une question là, parce que en fait, c'est un endroit où on a des cheveux. Cette électrode, elle colle. Est-ce que le patient, lui, quand il revient à domicile, il sait où coller cette électrode? Comment on procède? Il y a un bonnet noir. C'est une bonne question pratique. Le patient doit être entraîné d'abord. D'accord. Ce qui, à mon sens, participe aussi un tout petit peu, et un côté aussi thérapeutique, parce que on donne un peu de connaissance au patient. Je ne connais pas le terme en français, les Anglais appellent ça de empowerment. Le patient, oui, il prend connaissance de ce qu'il fait et il s'approprie un peu de sa maladie. Le patient, c'est quelqu'un comme nous. Un bon jour, nous sommes médecins, un autre jour, on est des patients pour quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, il apprend ce que c'est qu'une électrode, ce que c'est que le courant, comment mettre un casque d'électroencéphalographie, comment frotter la peau, on lui donne ce qu'il faut. Et au bout de 3-4 jours, en général, il sait manipuler ça. Il sait manipuler une tablette parce qu'il faudra qu'il se connecte sur Internet pour pouvoir se stimuler à la maison, parce que c'est nous qui autorisons depuis l'hôpital. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il a une prise sur cette thérapie. Alors il part à la maison une sorte de kit, une fois qu'il a pris. Il passe un examen d'abord, il faut qu'il sache faire tout seul, et au bout de 3-4 jours, il part, et il fait ça tous les jours à une heure précise, où on se connecte, et il le fait. Est-ce que j'ai entendu, professeur Garcelarette, il y a aussi des dispositifs que certains patients achètent sur Internet, donc
Comment ils font? Parce qu'il y a, ça, c'est à leur risque et péril. Là, ça, je le conseille vraiment pas. Il y a eu des cas de brûlures, parfois des brûlures graves, et parce qu'on ne contrôle pas l'impédance, on ne contrôle pas l'ampérage que l'on donne. L'intérêt de ce système médicaux, c'est qu'ils sont vraiment conditionnés pour ne pas faire mal. Alors, dans le pire des cas, ils peuvent ne pas être utiles. À ce moment-là, on finit, c'est tout. Mais ils ne vont pas faire du mal, sauf erreur de manipulation, tout peut arriver. Les fonds sont très contrôlés. Donc, je conseille à personne de prendre une pile de 9 volts, des électrodes, des fils pour faire ça, parce qu'il y a des cas publiés dans la littérature avec des contre-indications et des effets sérieux. Et alors, même si on utilise le dispositif labellisé, le dispositif ossificiel, est-ce que c'est les mêmes contre-indications que la RTMS Là, on n'a pas de contre-indication épileptique, parce qu'on n'est pas en train de surexciter de façon phasique. Ce qu'on a, la chose qui nous a embêté le plus, ce sont les brûlures cutanées. Les brûlures cutanées, parce que la densité de courant dépend de la surface de l'électrode. Plus on utilise des électrodes petites pour être focaux, plus la densité est grande. Donc si la pâte conductrice n'a pas été bien mise, si la peau, et nous avons eu par exemple récemment quelques problèmes de peau chez un patient qui était sous chimiothérapie. Vous savez que certaines chimiothérapies fragilisent vraiment le tégument, et donc avec quelque chose qui n'aurait pas dû faire un effet, elle a fait une brûlure cutanée. Bon, qu'il a dû soigner, ce sont des brûlures sans beaucoup d'importance, mais bon, c'est toujours embêtant de générer ça. Alors, pour en revenir aux indications, professeur Garcia-Leria, par exemple, un patient chez qui la RTMS a échoué, est-ce que vous avez des patients chez qui ça va fonctionner la TDS et inversement? Est-ce que ce sont les mêmes qui répondent ou c'est des populations différentes? Même également concernant les indications médicales, est-ce qu'il y a des choses à savoir à ce niveau-là? Et il est vrai que la personnalisation de la technique est importante, parce qu'il y a bien sûr en chevauchement certains patients qui peuvent répondre aux deux ou être réfractaires aux deux techniques, mais de plus en plus on voit des patients qui répondent à une seule des deux. Et malheureusement, pour l'instant, on ne sait pas phénotyper ces patients en amont pour dire celui-là, il va être plutôt sensible ou plutôt résistant à tel ou tel. Donc, effectivement, quand un patient commence par la RTMS et il ne répond pas, on lui propose, c'est lui qui décide, le patient est maître, mais on lui propose de tester l'autre, et dans un certain nombre de cas, effectivement, il répond à la TDCS et inversement. Donc c'est assez symétrique. On ne sait pas par quel. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est randomiser. Le patient, il sait qu'on a deux techniques qu'on peut lui proposer et qu'on va commencer au hasard. Il sait pas laquelle. Et après, on continue. Alors, quant à la. Pardonnez-moi, avant la randomisation, est-ce que, suivant quels critères vous aviez tendance à proposer davantage la RTMS ou davantage la TMS? On essaye de rester neutre. D'accord. Parce qu'on n'a pas de critères. S'il y avait dans la littérature ou dans notre expérience une idée pour dire, voilà, une lésion périphérique peut répondre mieux à cela ou non, là on pourrait, disons avec une certaine honnêteté médicale, proposer quelque chose. Pour l'instant, non, on ne sait pas. Il est possible que dans quelques mois, les choses se décantent un peu. Il y a des gros travaux qui se font maintenant dans notre groupe et dans le groupe de Saint-Étienne, où on travaille ensemble, avec déjà des centaines, je pense qu'on va pouvoir arriver pratiquement à 500 patients déjà traités. Et donc, on pourra voir un temps dans la real life, la vie réelle, s'il y a vraiment de types de pathologies qui semble se décanter, et à ce moment-là, effectivement, on pourrait proposer statistiquement aux patients de dire écoutez, vous avez plus de chances de répondre à ça, si ça ne marche pas, on passera à l'autre. Pour l'instant, on reste neutre, mais on fait les deux. Et par exemple, un patient qui va être difficile à transporter pour un handicap, c'est peut-être plus intéressant de lui proposer la TDSS? Ça, ce sont des critères, disons, extra-médicaux, je peux dire. Mais effectivement, il y a des patients qui ne viendront pas ou qui habitent trop loin. Et à ce moment-là, ils peuvent venir se former et puis faire, mais ils sont dans un endroit. Il y a des patients qui n'ont pas d'Internet. À ce moment-là, on ne peut pas leur proposer la TDCS à domicile. Il y a des contraintes multiples, mais moi, je me réfère uniquement
aux contraintes purement médicales. Nous n'avons pas pour l'instant le droit de proposer l'une et pas l'autre. Alors on l'entend, c'est des techniques qui finalement sont assez prometteuses, surtout chez des patients chez qui on est démunis au plan médicamenteux, avec des douleurs qui sont parfois très, très pénibles et difficiles à supporter. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau réglementaire, au niveau remboursement, et à votre avis, quelles sont un petit peu les perspectives dans notre pays en ce domaine? Parce que je sais que de plus en plus de centres s'équipent, mais... Et s'équipent, ce sont des techniques pour l'instant non remboursées par la sécurité sociale, ce que je comprends aussi. Ce qui est remboursable, c'est tout ce qu'on fait autour, la consultation qui va avec, la recherche du seuil moteur, ce sont des actes diagnostiques qui rentrent dans la sécurité sociale. L'acte thérapeutique, la Sécu attend des preuves. Ils sont très neutres, ils n'ont pas des médecins qui voient des malades. Donc nous, on est très biaisés parce qu'on veut faire du bien et on sait qu'on fait du bien. Donc en ce moment, je pense qu'on a ramassé, si je puis dire, suffisamment de preuves solides pour que ceci soit enclenché. On est maintenant en discussion avec la HAS, il y a un dossier qui a été envoyé pour avoir au moins ce qu'on appelle une nomenclature pour que cet acte ait un nom, il puisse être nommé, qui est le premier pas pour qu'il puisse être remboursé, remboursable. Je pense qu'on y arrivera parce que on peut pas, comme disait l'autre, lutter contre le Pacifique. Et il y a une vague. On sait, par exemple, que la Veteran Administration aux États-Unis vient de proposer la RTMS aux vétérans comme potentiel traitement lorsqu'ils sont réfractaires à tout le reste, uniquement pour les douleurs neuropathiques et uniquement pour la RTMS, mais c'est quand même une grosse machine. Il y a, comme vous avez dit au tout début, certains pays en Europe aussi qui ont fait le pas. Je pense qu'en France, on est toujours plus tranquille, si je puis dire. Le principe de précaution domine. Ce n'est pas mal, mais je pense qu'il faut maintenant activer les batteries pour accéder, parce que ce n'est pas magique, ce n'est pas une baguette qui aille tout résoudre, mais on peut tirer d'affaire, si je puis dire, une proportion qui est significative des patients qui ne répondent à rien d'autre. Et ça, c'est important. Bon, vous parlez d'activer les batteries. Je filerai encore la métaphore électrique. Là, merci de vos lumières là, pour ces deux techniques là, que l'on connaît finalement assez peu, aussi bien nous les médecins que les patients. Un grand merci, professeur Garcia Larrea. Merci à vous.